Il y a une nuit que je n'aurais jamais dû vivre. Cette nuit-là, j'ai passé presque 1 heure avec une patiente. On a marché ensemble dans le couloir. On a parlé. Et pendant quelques minutes, je l'ai laissée seule. Et quand Claire est arrivée, elle m'a regardé d'une façon que je n'oublierai jamais. Pas avec de la colère, pas avec de la surprise, avec de la peur. Et je n'ai compris pourquoi qu'une fois arrivé au sous-sol. Pendant longtemps, j'ai été enquêteur paranormal. Il y a quelques mois, j'ai arrêté. Je n'avançais plus. Je tournais en rond. Alors j'ai tout lâché. Aujourd'hui, je raconte des histoires. Vous savez, ces vieux dans les bibliothèques qui lisent des contes aux enfants. Dans la plupart des villes, c'est du bénévolat. Pas chez moi. Moi, on me paie pour ça. C'est mon travail maintenant. Je raconte des histoires que j'ai vécues. Pas toutes. Certaines viennent d'amis. Et entre nous, les miennes, elles sont vraies. Absolument vraies. Les autres, je ne sais pas. Mes amis sont honnêtes, la plupart du temps. Mais on ne sait jamais vraiment. Celle-là, c'est la mienne. À cette époque, je voulais devenir médecin. Je n'avais aucune expérience en milieu hospitalier. Aucune. 0. Alors quand j'ai vu l'annonce pour le programme Vie ma vie d'infirmier, je me suis inscrit sans trop réfléchir. Ce qui m'avait intrigué dès le départ, c'était le choix du lieu. L'hôpital Saint-Vincent, le plus vieux de la ville. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Un hôpital, c'est déjà un endroit étrange. C'est triste aussi. C'est lourd. L'air y est différent. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais on le sent dès qu'on franchit les portes. Ce que je ne savais pas encore, c'est ce que ça voulait dire vraiment, être infirmier. J'imaginais que c'était plus simple qu'être médecin. Et peut-être que techniquement, c'est vrai. Mais humainement, c'est une autre histoire. Les infirmiers ne soignent pas qu'un corps. Ils accompagnent des gens seuls, des gens coincés entre 4 murs, qui attendent. Leur famille passe 1 fois par semaine peut-être. Le parking coûte cher. Alors ce sont les infirmiers qui s'assoient au bord du lit, qui écoutent vraiment. Et parfois, on devient presque ami avec un patient. Et puis, il part. Et on recommence, avec quelqu'un d'autre. Toujours. C'est dur. Plus dur que je ne l'aurais pensé. Le premier jour, j'ai poussé les portes de Saint-Vincent. Elles se sont ouvertes avec un grincement lent, un vieux grincement, comme si la porte elle-même voulait me prévenir de quelque chose. La femme à l'accueil m'a souri et m'a conduit dans une petite pièce, au fond. Une autre femme m'y attendait. Elle m'a regardé avec des yeux froids, analytiques. Elle s'est levée brusquement et m'a tendu la main, à hauteur de taille. Elle s'appelait Claire. Elle m'a fait visiter l'hôpital. Les couloirs, les salles, les postes de soins. Le temps a filé vite, trop vite. Quand on a eu terminé, il faisait nuit. C'est là que j'ai réalisé. Je lui ai dit que j'étais censé faire quelque chose aujourd'hui, non ? Pas juste la visite. Elle m'a regardé avec un sourire sec. Elle m'a répondu que oui, exactement. Et que j'étais de garde de nuit. Garde de nuit. L'heure où tout dort. L'heure où tous les couloirs se vident. L'heure où... Enfin, vous savez. Elle m'a expliqué rapidement comment fonctionne le poste de soins. Et elle est partie. Elle m'a laissé seule avec un post-it froissé, son numéro griffonné dessus, et un silence qui pesait lourd. Je me suis affalé dans le fauteuil en cuir, entouré de petites lumières clignotantes et de boutons que je ne comprenais pas. J'ai sorti un livre, j'avais commencé à le lire 2 jours avant. En quelques minutes, j'avais les yeux qui se fermaient. La lumière m'a frappé en pleine face. L'appel infirmier, le voyant d'appel, rouge vif, qui clignotait dans le noir. Je me suis retrouvé par terre sans comprendre comment. J'ai levé les yeux vers le tableau. Chambre 207, bâtiment Est, très loin du poste de soins. Je me suis précipité dans le couloir.
Mes chaussures faisaient des petits bruits qui résonnaient dans le silence, des bruits secs, répétés, qui s'enfonçaient dans le noir devant moi. Ma lampe de poche faiblissait à chaque pas. Elle devenait de plus en plus pâle, de plus en plus inutile. J'ai monté un escalier, doucement pour ne pas glisser, et j'ai trouvé la chambre, 207. J'ai ouvert la porte. Une faible lumière éclairait le lit. Une femme était là, les draps remontés jusqu'au menton, tremblante. Elle me regardait, je me suis présenté et elle a dit qu'elle s'appelait Élodie. La cinquantaine, peut-être. Mais aucune ride, aucun cheveu blanc. Elle paraissait plus jeune que son âge. Sa voix tremblait. Elle m'a supplié de la changer de chambre, qu'elle ne supportait plus d'être là. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai répété ce que Claire m'avait dit de dire. « Calmez-vous, madame. Qu'est-ce qui se passe ?» Son doigt s'est levé lentement. Elle pointait la fenêtre. Là-bas. Je me suis approché. J'ai regardé. Dehors, il n'y avait rien. Le bâtiment ouest. Des lampadaires. Le noir ordinaire d'une nuit ordinaire. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien. Elle a tremblé encore plus fort. Elle m'a dit qu'elle avait juré qu'il y avait quelque chose. Une chose. Un visage de femme, écrasé, déformé. Et une voix rauque, pourrie, qui l'appelait par son prénom. Encore et encore. J'ai fermé la fenêtre. Je l'ai calmée. Je l'ai bordée. Et quand elle a fini par s'assoupir, j'ai quitté la chambre en douceur, sans faire de bruit. 5 minutes plus tard, le voyant s'est rallumé. Chambre 207. Je n'ai pas pris ma lampe cette fois. Je connaissais le chemin. Élodie tremblait encore plus qu'avant. Elle m'a crié que c'était revenu, que c'était bien pire, que la chose était là. Elle l'appelait, encore et encore. Viens, viens, viens. Et que si jamais elle cédait, elle savait qu'elle mourrait. Je lui ai répété ce que je croyais être vrai. Que les hallucinations étaient fréquentes dans les hôpitaux. Que le choc, le stress, la fatigue, tout ça pouvait faire des dégâts. Elle a secoué la tête, lentement, avec une certitude qui m'a mis mal à l'aise. Elle avait vu le visage, clairement, la femme aux traits écrasés, et cette voix qui l'appelait, encore et encore. Je lui ai donné des médicaments. Elle a sombré presque instantanément. J'ai refermé la porte, et j'ai marché dans le couloir sombre, lentement, en soufflant. Puis Élodie a crié, fort, clair, une fois. Je me suis retourné et j'ai couru vers la chambre. Elle était là, accroupie dans le couloir, dos contre le mur. Elle me regardait avec des yeux immenses. Elle m'a dit qu'en se réveillant, la chose était dans son lit, à sa place, en train de la regarder, fixement, juste là, devant elle. Je lui ai proposé de vérifier. Je me suis avancé vers la poignée, et une main a saisi mon poignet. Sa main, Élodie. Elle a murmuré qu'elle avait enfermé la chose, dans la chambre, et qu'il ne fallait surtout pas la laisser sortir. J'ai compris à ce moment-là. Cette femme n'était pas bien. Elle voyait des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Et je ne pouvais rien faire pour l'aider vraiment. Pas cette nuit-là. Alors je lui ai proposé de la conduire au salon des infirmiers. Qu'elle pourrait dormir là, sur le canapé, le temps qu'on lui trouve une autre chambre. Elle a accepté. Elle a hoché la tête comme une enfant fatiguée. Je l'ai aidée à se lever. On a marché lentement, dans le couloir, dans le silence. Ses pieds glissaient sur le sol. On entendait nos respirations. Je l'ai installée sur le canapé et je lui ai dit d'attendre, que j'allais chercher l'infirmière principale. J'ai appelé Claire. Quand elle est arrivée et que je lui ai tout expliqué, sa réaction m'a arrêté net. Elle m'a demandé de quelle Élodie je parlais.
Élodie Martin, chambre 207. La patiente aux petits troubles mentaux. Claire ne répondait plus. Puis elle a demandé où elle était maintenant. Je me suis retourné. Le canapé était vide. Claire n'avait plus rien d'une femme froide et autoritaire. Elle m'a regardé avec des yeux que je n'aurais jamais imaginés sur son visage. Des yeux effrayés. Elle m'a dit de la suivre. On a descendu les escaliers, on est allé au sous-sol. Le sous-sol de Saint-Vincent. L'endroit où les patients décédés étaient conservés en attente d'analyse, pour les causes de mort inconnues. Il était 3 heures du matin. Une lumière blafarde. Des rangées de petits lits, étiquetés. Je me sentais mal. Je ne voulais pas être là. Claire m'a conduit tout au fond. Elle s'est arrêtée devant un lit. L'étiquette portait la lettre M. Elle a dit de regarder. J'ai soulevé le drap lentement. Très lentement. C'était Élodie. Le visage intact, immobile, froide. J'ai reculé. J'ai regardé Claire. J'ai dit que c'était impossible. Qu'il y a 30 minutes, je lui parlais. Elle était vivante. Je l'entendais respirer. Claire a répondu doucement, sans me regarder, d'une voix plate. Élodie était morte la veille. Je suis resté figé, je ne sais pas combien de temps. Et puis, je me suis souvenu, dans les plaintes d'Élodie, le visage écrasé, la voix qui l'appelait encore et encore. Il y avait un autre lit, juste à côté, étiqueté B. J'ai demandé à Claire si je pouvais regarder. Elle ne répondait pas. Alors j'ai soulevé le drap moi-même. Et j'ai failli tomber. 8 ans ont passé depuis cette nuit-là. 8 ans. Et chaque fois que quelqu'un prononce le mot hôpital, chaque fois que je vois des lumières de couloir, chaque fois que j'entends un grincement de porte dans le silence, ce visage revient. Écrasé, déformé, comme aplati contre une vitre invisible. La femme du lit B. Et il ne part jamais vraiment. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.